Bonjour à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité internationale. Au Canada, plus de 10 millions d'hectares de forêt brûlés depuis le début de l'année. Un record qui va continuer d'augmenter selon le gouvernement. Samedi, plus de 900 feux étaient toujours actifs, dont près de 600 hors de contrôle. En Corée du Sud, des inondations et des glissements de terrain font 33 morts et une dizaine de disparus. Un bilan qui risque de s'alourdir. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour retrouver des personnes piégées dans un tunnel inondé. La mousson est particulièrement violente cette année. Enfin, au Sénégal, un concert de casseroles à l'appel de l'opposant Ousmane Sonko. L'homme a été investi par son parti candidat à la présidentielle de 2024 malgré ses condamnations judiciaires. Il proteste contre l'interdiction de son meeting. Au Canada, la vague de chaleur qui frappe le pays n'arrange donc rien aux méga-feux de forêt. En raison de leur ampleur et de leur multitude, les autorités sont contraintes de ne pas intervenir et d'en laisser brûler la majorité. Le point sur la situation avec Charlotte Dumoulin. Le combat est loin d'être terminé. Les feux ne donnent aucun répit. Les flammes ont brûlé 10 millions d'hectares dans tout le pays, 3 millions de plus que le dernier record datant de 1989. La superficie ravagée équivaut désormais à celle de Terre-Neuve. Moi, je suis totalement estomaqué de voir le nombre du moins les superficies brûlées jusqu'à maintenant au Canada. On est seulement qu'à la mi-juillet, donc à mi-parcours, je dirais, depuis dans la saison de feu, et on a déjà battu de très loin, en fait, le dernier record. Le Québec représente 40 % de la superficie brûlée cette année au Canada. Si on calcule les surfaces brûlées jusqu'à présent de la zone intensive et aussi de la zone de protection nordique, eh bien, ça dépasse le 4 millions d'hectares. Donc, c'est une grande partie du Québec qui fait partie de ces statistiques. Dans le nord de la province, les flammes menacent de nouvelles communautés. Des centaines de résidents de Radisson et de East Main, dans la région de la baie James, ont été évacués. Dans l'ouest, c'est une lutte sans relâche en Colombie-Britannique. 240 feux ne sont pas maîtrisés. Des ordres et des alertes d'évacuation sont en vigueur dans plusieurs régions. Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a répondu à l'appel à l'aide de la province. Des membres des Forces armées canadiennes seront mobilisés. Ces images proviennent de la province voisine, l'Alberta, qui respire aujourd'hui la pire qualité de l'air au pays à cause des feux qui l'entourent. L'été 2023 dépasse les prévisions des experts. Même nos modèles qui prévoyaient, par exemple, d'ici la fin du siècle, une augmentation des feux de forêt avaient beaucoup de difficultés à prévoir une année aussi extrême que ça, même dans des conditions de changement climatique très importantes. Et la saison n'est pas gagnée. Les incendies pourraient encore brûler d'autres hectares jusqu'à la première neige. En bref, une alerte au tsunami en Alaska après un séisme de magnitude 7,4. Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 21 km tôt ce dimanche matin. De nombreuses régions du monde suffoquent, notamment le sud de l'Europe. En Italie, plusieurs villes sont en alerte rouge avec des températures attendues de plus de 37 degrés. La Grèce est aussi touchée. L'Acropole va encore être fermée aux heures les plus chaudes pour la 3e journée consécutive. Des températures records enregistrées également aux États-Unis, en Chine ou encore au Japon. À l'inverse, en Corée du Sud, la mousson est particulièrement violente. Elle a provoqué d'importantes inondations. À l'heure actuelle, on dénombre 33 morts et une dizaine de disparus. Un bilan qui risque de s'alourdir. Des victimes ont été emportées par des glissements de terrain et certains villages ont été submergés. Des images commentées par Philippine de Clermont-Tonnerre. Une course contre la montre pour tenter de secourir les automobilistes piégés à l'intérieur de ce tunnel. Samedi, l'eau s'est engouffrée sans prévenir dans cette voie souterraine de 430 mètres de long à Changju dans le nord du pays. Une quinzaine de véhicules se trouvent alors à l'intérieur. À l'aide de camions de pompage, les secouristes s'efforcent de faire baisser le niveau de la crue, tandis qu'une armée de plongeurs se relaie jour et nuit depuis 48 heures. Environ 30 plongeurs sont mobilisés par groupe de 2 en rotation pour l'opération de recherche. Malgré les efforts des secouristes, le bilan est lourd. Plusieurs personnes, dont une femme de 70 ans, ont trouvé la mort noyée dans ce bus submergé. Jusqu'ici, 7 corps ont été récupérés dans le tunnel. Nous faisons de notre mieux, même si c'est difficile car le site est couvert de boue. À l'origine du drame, un impressionnant glissement de terrain. Ce torrent d'eau et de boue provient d'une rivière voisine, subitement sortie de son lit.
Des personnes ont été emportées par le cours d'eau, des maisons ont été englouties, leurs occupants pris au piège à l'intérieur. Ces inondations ont fait au total plusieurs dizaines de victimes et plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Conséquence des fortes pluies de la mousson, ces épisodes sont fréquents à cette période en Corée du Sud. Mais le pays est en général bien préparé aux intempéries. L'administration météorologique coréenne a d'ores et déjà mis en garde la population alors que de nouvelles pluies sont prévues jusqu'à mercredi. La Corée du Sud qui promet d'aider davantage l'Ukraine, une promesse faite par le président sud-coréen à l'issue de sa visite surprise ce samedi à Kiev. Pendant ce temps, sur le terrain, la contre-offensive des forces ukrainiennes est difficile. Les combats se poursuivent à Bakhmut, sur le front du Donbass. Les détails avec Jonas Dunkel. 100 mètres, parfois 1 kilomètre, malgré le retrait des mercenaires de Wagner, les soldats ukrainiens progressent au compte-gouttes. Dans la région de Bakhmut, ils tentent d'encercler l'ennemi russe, un effort colossal pour pas grand-chose. En général, après quelques frappes, l'ennemi s'effondre psychologiquement. Parfois, il laisse tomber les armes et il s'enfuit. Jusqu'ici, la contre-offensive lancée en juin a eu peu d'impact sur l'évolution du front. Mais Zelensky essaye de tempérer les attentes. Ce que nous devons tous comprendre très clairement, c'est que dans le sud et l'est de notre pays, les forces russes font tout ce qu'elles peuvent pour stopper nos soldats. Mais chaque kilomètre acquis, chaque victoire remportée par nos unités de combat mérite notre gratitude. Le sort de l'Ukraine dépend surtout du soutien des partenaires internationaux, avec un petit nouveau, la Corée du Sud. Jusqu'à présent, le pays s'est contenté d'envoyer du matériel et de l'aide humanitaire. Séoul est pourtant un gros producteur d'armes compatibles avec les systèmes de l'OTAN, comme les munitions dont Kiev a un besoin urgent. L'an dernier, nous avons fourni du matériel militaire, tel que des casques et des gilets pare-balles. Cette année, nous allons augmenter l'ampleur de notre soutien. La solidarité avec l'Ukraine était également au menu du sommet entre les États-Unis et les chefs de la diplomatie d'Asie orientale à Jakarta. Anthony Blinken a souligné les valeurs qui les unissent. Il ne fait aucun doute que l'écrasante majorité de l'opinion mondiale, y compris en Asie du Sud-Est, défend fermement ces principes. Des principes qui sont violés chaque jour par la Russie et son agression contre l'Ukraine. Malgré le soutien de nombreux pays à l'Ukraine, tant que Moscou restera sur le pied de guerre, la situation sur le front restera tendue. En Thaïlande, le candidat progressiste Pita Limjaroenrat se dit prêt à renoncer au poste de Premier ministre. C'est pourtant le vainqueur des élections législatives de mai dernier. Le leader du mouvement Move Forward a annoncé qu'il retirera sa candidature s'il perd à nouveau le vote prévu mercredi au Parlement après un premier échec jeudi dernier. Le député a besoin du ralliement d'une 50aine de sénateurs nommés par l'armée pour atteindre la majorité nécessaire. Un scénario jugé peu probable par les experts. Nouvelle manifestation contre la réforme judiciaire en Israël. Pour le 28e samedi consécutif, des milliers de personnes ont défilé à Tel Aviv et dans d'autres villes du pays. Il y a quelques jours, la Knesset a approuvé en première lecture une mesure clé de ce texte voulu par Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien, toujours à l'hôpital, où il va passer de nouveaux examens dans la journée. Hospitalisé depuis ce samedi suite à des vertiges dus à une déshydratation, il s'est voulu rassurant en se disant en bonne forme. Au Sénégal, un concert de casseroles samedi soir à l'appel d'Ousmane Sonko. L'opposant au président Macky Sall et ses partisans protestent contre l'interdiction de son meeting d'investiture. Des images commentées par Philippine de Clermont-Tonnerre. Des partisans déterminés, une fois encore au rendez-vous, à l'appel de leur chef. Cette fois-ci, armés de casseroles, une réponse bruyante mais non violente à la décision du gouverneur de Dakar d'interdire le rassemblement d'investiture d'Ousmane Sonko. C'est un message de paix non violent et on espère qu'on nous entendra. On veut par cette occasion montrer notre mécontentement car les agissements de l'État contre Sonko sont illégaux. Pour justifier leur décision, les autorités mettent en avant les risques de troubles à l'ordre public. L'opposant sénégalais avait convié ses sympathisants à se rassembler samedi après-midi dans un stade dans la banlieue de Dakar pour célébrer son entrée contestée dans la course à la présidentielle de 2024. L'ensemble des démembrements du parti, les instances de base d'ici et de la diaspora
ont fini de porter leur choix sur ma modeste personne pour que je sois le candidat, l'unique candidat du parti à l'élection présidentielle de février 2024. L'éligibilité d'Ousmane Sonko demeure toutefois incertaine. L'opposant est sous le coup de 2 condamnations, dont une à la prison ferme pour une affaire de meurtre. Ces déboires judiciaires avaient engendré début juin des affrontements meurtriers, ayant fait officiellement 16 morts et 30 selon l'opposition. Son avocat français, Juan Branco, est également dans le viseur de la justice sénégalaise, qui vient d'émettre un mandat d'arrêt international contre lui pour crimes et délits en lien avec les troubles dans le pays. Il aurait révélé dans de récentes publications l'identité de fonctionnaires de l'ambassade de France au Sénégal, en lien avec ces mêmes heurts. Fin juin, Juan Branco avait déposé une plainte en France et une demande d'enquête à la CPI pour crimes contre l'humanité contre le président sénégalais Macky Sall. Le chef d'État sénégalais, qui a de son côté renoncé le 4 juillet à briguer un 3e mandat, une décision qui a permis de faire retomber d'un cran les tensions dans le pays. Aux États-Unis, le tueur en série de Long Island a-t-il été retrouvé? Un architecte de 59 ans a été arrêté à New York et présenté à la justice ce vendredi. Rex Heuermann est inculpé pour le meurtre de 3 femmes dont les corps avaient été retrouvés il y a 13 ans. Un cold case qui avait inspiré le film Lost Girl en 2020. Marion Delpech. C'est un cold case effroyable, dont le dénouement semble plus proche que jamais. Avec l'arrestation jeudi de cet architecte de 59 ans, près de ses bureaux à Manhattan, le père de famille est inculpé pour le meurtre de 3 des 4 jeunes travailleuses du sexe, dont les corps ont été retrouvés en 2010 près des plages de Long Island, à proximité de sa résidence perquisitionnée. Rex Heuermann est un démon qui marche parmi nous, un prédateur qui a ruiné des familles. Sans les membres de cette task force, il serait encore dans la rue aujourd'hui. Mais même avec cette arrestation, nous n'en avons pas fini. Il reste encore du travail concernant les autres victimes de Gilgo Beach. Les restes de 11 corps humains avaient été retrouvés entre 2010 et 2011 dans les maquis de Ronds situés le long de ces plages. Des découvertes qui avaient à l'époque effrayé la communauté, de nouveau sous le choc. Je passe ici tous les jours, je n'aurais jamais pu imaginer cela. Se réveiller et découvrir qu'il habitait juste là, choquant. D'après la justice, c'est la découverte d'un véhicule dans lequel avait été vue l'une des victimes au moment de sa disparition qui aurait permis de relancer l'enquête. Du tennis maintenant avec le tournoi de Wimbledon qui s'achève. Ce dimanche, en finale, l'Espagnol et numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte le Serbe Novak Djokovic cet après-midi. Hier, c'est la Tchèque Markéta Vondrousova qui a remporté le tournoi à la surprise générale en s'imposant un 2-7, 6-4, 6-4 face à son adversaire, la Tunisienne Ons Jabeur. C'est la première victoire en Grand Chelem pour la joueuse tchèque classée 42e mondiale.